et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'entretien. La course pour les prochaines législatives s'annonce vraiment dense après les suspicions, la non-participation de l'opposition et le rejet de beaucoup de dossiers par la Sénat en 2019. Les formations politiques ayant une existence légale et désireuses de participer à ce scrutin entendre bien évidemment prendre leur revanche. Parmi elles figure le MPL, Mouvement populaire de libération, la formation dirigée depuis juillet 2021 par Espérance Tébé, compte compétir et espère voir son dossier accepté cette année dans un contexte où les partis de la mouvance de leur côté envisagent confirmer leur hégémonie en faisant de meilleurs scores et l'opposition radicale déterminée à aller au Parlement. Quelles pourraient être les chances d'un aussi jeune parti comme le MPL, rempli de jeunes militants, peut-être sans expérience politique, d'accéder au Parlement, et ce, avec quel financement? Eh bien, le président de ce parti politique nous le dira, puisque c'est lui qui est notre invité de ce dimanche. Monsieur Espérance Tébé, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous ce dimanche pour cet exercice. C'est moi. Alors, monsieur Tébé, d'entrée de jeu, je veux bien vous demander la santé de votre parti politique. Comment il se porte, votre parti politique, le MPL? Merci, madame. D'abord, permettez-moi de saluer tous les militantes et militants du Mouvement populaire de libération et à travers le territoire national qui œuvrent inlassablement tous les jours pour l'enracinement de notre parti, qui continue de se battre pour le développement des programmes que nous avons arrêtés ensemble afin d'atteindre les objectifs de façon globale sur le plan politique dans le pays. Je voudrais les remercier pour tout ce qu'ils font. Et également à vous des médias pour ce que vous faites. Merci aussi pour l'invitation que vous nous faites aujourd'hui pour nous permettre de parler un peu de tout ce qui concerne notre pays, de tout ce qui concerne notre formation politique. Je vous remercie. En ce qui concerne la santé de notre parti, permettez-moi de le redire. Aujourd'hui, nous nous sentons dans l'une de nos meilleures formes parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, le MPL se trouve être aujourd'hui le doyen des formations politiques. Nous avons été les premiers, sinon le premier parti politique de l'opposition à se conformer à la nouvelle charte des partis. Nous avons été également le premier parti politique de l'opposition à aller éprouver le dispositif électoral de la rupture, même si avec tous les problèmes que cela comporte. Donc vous convenez avec moi que toutes ces expériences, contrairement à ce que vous disiez dans votre introduction, nous sommes aujourd'hui les plus expérimentés. En termes de quoi? Vous évaluez cette expérience par rapport à quoi? Vous avez dit que vous êtes le plus vieux parti. Bon, pas le plus vieux, mais vous avez connu différents débats, d'accord. Mais est-ce que cela garantit déjà une expérience? L'expérience, elle doit être politique. On ne vous a pas encore vu prendre part à un scrutin. Donc, du coup, permettez que je doute un peu de cette expérience. Non, il s'agit ici de la préparation pour des élections législatives. D'accord. Notre parti, qui a été le premier à aller affronter la nouvelle charte des partis pour se conformer à travers vous savez très bien avec moi aujourd'hui toutes les difficultés qu'il y a à se conformer à cette charte. Les plus jeunes que, selon vous, selon vos propos, ont été les plus audacieux à aller affronter ce dispositif avec succès. C'est à votre actif. Merci, madame, de nous le reconnaître. Secondo, nous sommes également dans la foulée les premiers à avoir le courage d'aller affronter le dispositif électoral érigé par la rupture que le peuple béninois aujourd'hui a eu le temps d'apprécier avec tous les contours, tous les dispositifs exclusifs que cela comporte. Nous sommes également, ces jeunes dont vous parlez, ont été les plus courageux à aller affronter ça au détour des élections communales de 2020. Alors, nous sommes aujourd'hui alors les plus expérimentés parce que après cela, nous avons continué notre bataille à travailler sur le terrain, à redynamiser nos structures, à outiller nos militants pour s'apprêter à affronter les joutes électorales qui devaient venir, notamment celles des législatives pour lesquelles nous sommes engagés et prêts à les affronter. Donc aujourd'hui, je voudrais vous dire que nous sommes aujourd'hui les mieux outillés
pour affronter ce dispositif électoral encore de la rupture qui arrive. Et nous sommes plus que prêts pour aller à ces élections législatives. Et vous me permettez de douter un peu de ce niveau de préparation. Je vais vous poser la question, vous allez réagir, M. Tebben, ne vous en faites pas, puisque non, pas du tout. Vous avez promis justement à ces militants qu'on a vus en décembre 2019, je pense bien, l'alternance au pouvoir en 2021, mais vous n'avez pas participer justement à cette élection-là. Est-ce que ce n'est pas une manière de prouver que vous n'avez pas mesuré la portée de la chose, que vous vous êtes mis dedans parce que vous ne savez pas forcément ce qu'est la chose politique? Non, pas du tout. Loin de là. Vous savez, Madame Touboula, permettez-moi de revenir en arrière. La politique, ce n'est pas... c'est un milieu où nous sommes, surtout au Bénin en ce moment. Aucune action isolée ne peut nous permettre d'atteindre les résultats que nous envisageons. S'agissant de ce à quoi vous faites allusion en 2019, nous avons promis effectivement œuvrer pour qu'il y ait alternance en 2021. C'est justement ce pourquoi nous avons pris sur nous le risque et toutes les mesures nécessaires pour aller à cette élection communale pour pouvoir détenir par devers nous les mairies. Vous vous souviendrez que en prélude à ces élections, le pouvoir de la rupture avait initié et fait voter une loi au Parlement pour instituer le parrainage. Nous avons, entre-temps, en 2019, les partis de l'opposition avaient été déjà exclus des législatives, donc 0 député. Il fallait donc que... Ils n'ont pas pris part, je préfère qu'on le dise comme ça. Selon vous. Donc, il était important pour nous d'aller acquérir ces parrainages-là en détenant des mairies. Mais là-dessus, vous voyez, nous avons été combattus, non seulement par la mouvance, mais aussi par même nos collègues de l'opposition, parce que pour eux, le gouvernement de la rupture n'offrait aucune crédibilité, aucune assurance pour qu'on aille compétir avec eux. Vous vous souviendrez que ça a été l'objet de beaucoup de controverses. Alors, après ça, il y a eu beaucoup d'autres problèmes. Nous n'avons pas pu nous entendre au sein de l'opposition sur les moyens à utiliser pour parvenir à nos fins. À la fin, en 2000, lorsque les présidentielles se sont approchées, on s'est retrouvé dépouillé de tous les éléments dont on disposait, du moins de tous les éléments qu'on devait avoir pour affronter ces échéances. On n'avait pas pu obtenir le parrainage comme les uns et les autres nous l'avaient promis, comme cela avait été promis également par les députés de la rupture. Donc, si nous n'avons pas pu réaliser l'alternance en 2021, ce n'est pas seulement la faute du MPL, mais plutôt toute l'opposition qui n'a pas pu mettre en synergie une stratégie adéquate pour réussir ces élections-là. Cependant, ce n'est pas une fin en soi. Nous voici, le temps passe vite, et nous voici aux encablures des législatives qui, pour nous, sont plus importantes que tout ce qui s'est passé. L'important pour nous aujourd'hui, le MPL pense que réussir les prochaines échéances électorales pour l'opposition est une condition essentielle pour continuer à espérer que la démocratie revienne dans notre pays. Et c'est pour ça que nous nous battons, le MPL en son sein et avec les autres partis de l'opposition pour que les prochaines législatives ne souffrent d'aucune erreur pour l'opposition. Si vous êtes resté à quai en 2021, c'est compte tenu des raisons évoquées par l'opposition à laquelle vous appartenez et d'autres circonstances, c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais est-ce que cela vous garantit toujours cette attention de vos militants à qui vous avez promis peut-être monts et merveilles? C'est moi qui le caricature comme ça. Oui, non, en ce qui concerne nos militants, ils sont gonflés à bloc, je vais vous dire, sur tout le territoire national, prêts aujourd'hui à affronter cette machine de la rupture, comme je vous le dis. Vous savez, l'enjeu est de taille pour nous. Nous avons proclamé au niveau l'un des piliers importants autour duquel le MPL travaille, c'est le renouvellement de la classe politique. Et vous savez, le peuple béninois est fatigué de voir les mêmes personnes positionnés au même endroit à travers le temps pour répéter les mêmes choses. Nous avons besoin de provoquer un renouvellement de cette classe-là afin d'offrir la possibilité à nos concitoyens d'entendre d'autres sons de cloche, de faire d'autres expériences. Et c'est sur ça que nous avons travaillé depuis 2019. Et aujourd'hui, il est important pour nous de matérialiser cela dans les faits en essayant de faire
élire, d'envoyer à l'Assemblée nationale des jeunes de qualité, des jeunes femmes et hommes de qualité capables d'offrir une autre expérience à notre pays. Et de ce point de vue, tout le monde est d'accord et cela fait que nos militants sont très engagés pour réaliser ce projet-là qui nous tient à cœur. Et permettez-moi de toujours revenir en arrière parce qu'il faudrait bien qu'on rappelle un peu vos déboires à la Sénat en 2019. Cela s'est achevé. Non, c'est pas pour aller en profondeur. Cela s'est achevé à la Cour suprême qui a finalement qui vous a débuté. Voilà. Est-ce que vous avez appris des leçons de cette expérience pour ne pas refaire les mêmes erreurs puisqu'on vous a reproché peut-être de l'amateurisme et parce que vos dossiers étaient remplis de doublons? Vous en avez eu plus qu'il n'en fallait. Non. Vous voyez, lorsque j'entends des gens le dire de cette façon, ça nous gêne, ça dérange tous nos militants, ça dérange les responsables du parti qui ont travaillé d'arrache-pied pour être présents à ces échéances-là. Qu'ils vous souviennent, le MPL a reçu son récépissé le 12 février 2019. Un mois après, nous avons pu nous préparer et être présents à ces échéances-là. Il fallait présenter 3630 candidats à cette communale. Écoutez, ce dont on pouvait accuser notre parti, c'est de n'avoir pas pu présenter les candidats partout. Mais on nous accuse plutôt d'avoir présenté 30 candidats en surplus. Et vérifier, je vais rappeler ça à nos amis téléspectateurs. Comment peut-on dire que pour vérifier la liste de nos candidats, on a compté de façon manuelle 3600 candidats et qu'on a trouvé 30 en surplus. On a compté premièrement, on a trouvé 60, qu'on a recompté, on a trouvé 30 à l'insu des responsables du parti. Je vais vous dire de façon globale ce qui s'est passé. On ne voulait, voyant venir ce qui devait se passer si on laissait ces jeunes compétir, on n'a pas voulu que le MPL participe. Soit, nous avons dit qu'on ne doit pas pleurer sur le lait renversé. Ce qui est important pour nous, c'est d'apprendre, comme vous le dites, de tout ça. C'était la question. En fait, c'est l'objectif de la question. Et nous avons beaucoup appris de ça, de cette expérience. C'est pour ça que je vous disais tantôt que nous sommes plus outillés que par le passé à affronter les difficultés et du moins à affronter aussi tous les pièges que la rupture peut mettre sur son chemin aux partis qui viennent compétir avec leur parti. Nous sommes plus avertis et beaucoup de précautions ont été prises à cette fois-ci. Vous le verrez les semaines à venir. On va revenir certainement là-dessus. Mais en attendant, Monsieur Tébet, depuis ces différents événements que nous venons de rappeler, eh bien, nous avons comme l'impression que votre parti politique n'est pas réellement sur la scène politique. C'est tout comme si les choses de la nation ne vous intéressent guère. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour vous faire ressentir sur le terrain? D'abord, je ne suis pas du tout d'accord avec vous pour cette appréciation. Et nous sommes très présents sur l'échiquier, mais peut-être moins sur les médias selon vous. Mais nous pensons que nous préoccuper des questions de la nation n'est pas toujours être sur les médias à tambouriner. Lorsque nous jugeons qu'il est nécessaire que le parti se prononce sur des questions qui touchent à la vie du pays, nous le faisons à travers les points de presse, les conférences de presse, les communiqués. Mais beaucoup plus, notre travail s'est appesanti sur les rencontres de proximité avec nos militants sur tout l'étendue du territoire. Au-delà des activités classiques que nous menons, nous initions des rencontres périodiques avec nos militants pour nous échanger sur les problèmes du pays, pour échanger surtout sur les objectifs, les programmes arrêtés au niveau du parti que nous sommes en train de développer. Donc, là-dessus, lorsque des questions touchant la vie du pays, nous estimons qu'il est nécessaire que nous donnons notre point de vue, chaque fois que de besoin, nous l'avons fait par le passé. Et nous continuons toujours de le faire. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux sont nos oreilles et nos yeux. Même si vous faites une activité sans médias, les médias traditionnels, eh bien, on aura écho. Le problème, c'est qu'on n'en a pas écho. Non, c'est Mme Touboula qui n'a pas écho. Les citoyens béninois ont écho.
Les citoyens béninois écho. Les lois les plus controversées que cette assemblée d'exclusion a cru prendre au cours de cette législature, chaque fois, nous sommes prononcés là-dessus. Lorsque ça touche la vie de nos citoyens et ça touche nous-mêmes. Donc nous sommes prononcés dessus. Les questions de la cherté de la vie, tout ce qui a pu se passer, que nous fustigeons au cours de ces dernières années, le MPL se prononce là-dessus. Je suis curieux, surpris de savoir que vous n'êtes pas informé, mais je suppose que c'est juste pour taquiner. Non, pas vraiment. Monsieur Debel, justement, vous faites bien de le dire, puisque vous avez pour ambition de faire votre entrée au Parlement. Je parle de votre parti politique. Absolument. Mais avant d'en venir aux élections proprement dites, quel est votre avis sur ce travail que la 8e législature a pu abattre, votre avis sur ce bilan des députés sortants? Alors, merci de nous faire revenir là-dessus. D'abord, tout le peuple béninois n'est pas dupe de ce qui s'est passé pour qu'on installe cette législature contre le gré de tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ces conditions si ce n'est que d'aller transformer en loi les souhaits du pouvoir qui les a installés. Et c'est ce qui s'est observé tout le long de leur mandature. Et quand vous dites contre le gré, c'est tout comme s'il n'y avait pas eu de règles. Bon, aujourd'hui, nous sommes en train tout ceci semble être en train d'aller derrière nous. Je vais vous le rappeler, je vous reprécise, s'il y avait eu des règles par rapport au... Non, en démocratie, et je serai d'accord avec vous que c'est la force de la loi qui s'impose à nous tous. Mais la loi est prise dans des conditions aussi déterminées. Je ne voudrais pas revenir sur les conditions qui ont caractérisé l'installation de cette 8e législature. Pour nous, aujourd'hui, l'important, c'est d'éviter que ces choses se répètent. Oui, ces choses dramatiques se répètent dans l'histoire de notre pays. C'est ce à quoi nous œuvrons. Pour le travail qu'ils ont fait, pour une lâche pas, je vous dis tantôt, qu'ils ne peuvent que transformer en loi les désirs du pouvoir qui les a installés par la force. Et c'est ce que nous avons vu. Vous voyez souvent que dès que l'exécutif souhaite transformer un souhait en loi, quelques jours après, cela s'observe, ça devient loi. Et nous tous, nous subissons. Mais ces députés-là même savent que le peuple est fatigué de subir des souhaits du pouvoir qui se transforment en loi sans discussion, sans véritable discussion, sans véritable débat inclusif où toutes les parties prenantes de la société prennent part. On va prendre chaque citoyen pour les emmener à l'Assemblée nationale. On va pas prendre chaque citoyen. Ils représentent justement les citoyens. On parle de représentation nationale. Vous-même, vous le dites, depuis l'ère démocratique au Bénin, c'est la 8e législature. Donc, ça veut dire que nous en avons connu 7. Oui. Et Madame Touboula, je ne vais pas vous faire l'affront de dire que vous avez oublié des législatures passées, comment cela s'animait, les débats démocratiques où il y a plusieurs tendances et les lois qui faisaient objet de beaucoup de débats et les citoyens ont le temps d'émettre leur point de vue à travers leurs représentants. Si on se retrouve à être 83 d'une même obédience, vous convenez que le débat est biaisé. Et ça, je ne vais pas aussi vous rappeler que c'est un parlement atypique dans le monde entier. Ça ne se retrouve nulle part ailleurs où toute l'Assemblée se retrouve être d'une même obédience. Je ne veux pas vous rappeler des lois fondamentales à la démocratie, Monsieur Tebel, vous le savez, en matière de législature, on parle de minorité, de majorité. On ne va pas revenir sur ces détails, puisque quand vous parlez de même obédience, est-ce qu'il y a une minorité à l'Assemblée, le Parlement finissant? Il y a une minorité, non. Il y a une majorité. Donc, si c'est de votre point de vue, je ne les généralisez pas. C'est des jeux de mots auxquels on a tenté de nous habituer, nous avons compris. Mais ce sont des mots qui se retrouvent dans nos tests électoraux, monsieur. Non, oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est des jeux de mots. La réalité est que le pouvoir a confisqué le Parlement pour installer 83 députés. Ça, nous l'avons vécu durant toute une législature et heureusement que nous sommes venus à la fin.
Et ce qui importe pour nous, au niveau de l'opposition aujourd'hui, c'est de faire tout possible pour que cette tache noire dans l'histoire démocratique de notre pays se conjugue au passé et à jamais. Et c'est pour cela que l'important pour nous, c'est de nous organiser pour faire échec à toute velléité tendant à exclure cette fois-ci. Et c'est pour ça que le MPL se porte aujourd'hui à l'avant-garde de ces mutations qui vont intervenir dans notre pays pour que les jeunes, les femmes puissent être massivement d'une autre obédience, puissent se retrouver à l'Assemblée pour qu'on entende une autre sorte de cloche. Pour que désormais, il puisse y avoir un débat démocratique sur tous les projets de loi qui peuvent arriver. Je ne voudrais pas, j'ai dit, c'est presque inutile de qualifier le travail qu'ils ont fait. Parce que donc donner carte blanche. Vous ne retenez aucun point positif. Nous avons, en 2016, nous avons élu un président de la République qui est venu avec un programme. En 2019, on va aux élections pour élire des députés qui sont censés contrôler l'action du gouvernement, prendre les lois pour régir notre nation. Et voilà ce qui s'est passé. Ces députés sont venus juste pour entériner chaque fois le souhait du gouvernement et le souhait du pouvoir sur ce qu'ils voulaient faire. Et vous-même, vous l'avez observé. Dès lors qu'on veut modifier, on initie une loi, ça passe comme lettre à la poste. Combien de fois vous avez vu une proposition de loi venue du gouvernement être jetée, par exemple? Et pour nous, tout ça, et ce qui est au-dessus de tout ça aujourd'hui, c'est la souffrance de nos concitoyens, des jeunes. Quand on analyse tout ce qui a été fait par aujourd'hui, moi je mets ensemble le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, ils sont ensemble aujourd'hui. Ça, c'est facile de le dire, de le retenir, de le comprendre. Peut-être de votre opposition. Bon, même eux-mêmes, ils seront d'accord avec moi. Bon, donc, regardant dans la même direction et faisant les mêmes choses, le bilan est que la souffrance des populations s'est accrue. Les jeunes, avec un chômage endémique, n'ont trouvé aucune issue. Les travailleurs, de plus en plus affaiblis, le pouvoir d'achat des travailleurs de plus en plus affaibli. Les entreprises, de plus en plus fatiguées sous le coup des taxes et ferment baraque. C'est le bilan de façon globale, ça. Et aujourd'hui, ce que nous pensons qu'il faut faire, le MPL pense aujourd'hui d'abord envoyer de nouveaux jeunes et femmes à l'Assemblée de qualité pour pouvoir pencher sur ces questions-là à travers une nouvelle législation dans le pays. C'est ça qui nous importe. Tout ce qui s'est passé autour de cette législature, pour nous, c'est dommage et regrettable. Voilà. Donc, les lois qui ont été votées en faveur des femmes, vous ne l'appréciez guère parce que c'est toujours dommage pour vous. Je ne voudrais pas faire une liste exhaustive puisqu'on risque de ne pas. Nous aurions aimé que le gouvernement de la rupture fasse mieux pour les femmes. Parce que aujourd'hui, ça, ce n'est qu'un exemple, hein, M. Tébet. Oui, on a pris des mesures pour nous, des mesures légères pour contenter. Donc vous venez avec une baguette magique finalement. Vous avez parlé de taux de chômage, vous avez parlé, etc. Mais est-ce que vous savez au moins qu'en économie, il faudrait l'équilibre des deux pour pouvoir maîtriser cette affaire de chômage et d'inflation? D'abord, par exemple, je vais vous dire ceci. Vous serez d'accord avec moi que la pauvreté généralisée, pour une lutte efficace contre la pauvreté, passe d'abord par l'éducation de nos jeunes. Aujourd'hui, vous avez vu, à la dernière rentrée scolaire encore, vous voyez des salles de classe sans enseignants, des salles de classe sans mobilier, des enfants qui sont nombreux à coucher au sol aujourd'hui pour suivre, attendant un maître qui n'est pas présent. Ça, on ne peut pas être dans une nation qui se veut être moderne, en train de lutter contre la pauvreté et continuer d'observer ça. Donc, parmi les batteries de lois que la prochaine législature doit rapidement prendre, nous, lorsque nous serons à cette assemblée, nous devons initier des lois pour que l'éducation devienne obligatoire pour tous les jeunes enfants. L'obligation est obligatoire, là, vous n'apportez rien de nouveau, monsieur. Non, les enfants ne sont pas tenus d'être à l'école. Qu'est-ce qui les oblige? Dites-moi, non.
Rendre l'éducation obligatoire pour les enfants suppose qu'il y ait des infrastructures adéquates pour les accueillir et également des enseignants pour les tenir. Non seulement obligatoire, mais surtout gratuite dans un intervalle d'âge bien précis. C'est une réalité déjà, M. Tebe? Non, pas du tout. Si. Pas du tout. Aujourd'hui, l'éducation est gratuite seulement au primaire. Pour les jeunes enfants. C'est déjà un début. Vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas, M. Tebe. Non, ça c'est marginal. Écoutez, non. Déjà, il y a un début. D'accord avec vous. Il y a un début, c'est que ça existe. Vous le reconnaissez, c'est qu'on part déjà de là. Si on peut partir déjà de là, on peut continuer, M. Tebe. Je vous dis que aujourd'hui, ils sont nombreux les enfants dans tout le pays qui n'ont pas de salle de classe et de maître pour les accueillir. Ça n'a pas de sens. Dire que si on veut relever comme eux-mêmes l'ont dit, si on veut donner un nouveau visage à l'éducation dans notre pays, c'est des problèmes, c'est un ensemble de problèmes qu'il faut régler. Non seulement si on veut que tout le monde y aille, il faut au même moment mettre les infrastructures et les hommes qu'il faut et surtout l'incitation qu'il faut à ces enseignants-là pour qu'ils prennent en charge les enfants. Ce qui n'est pas encore le cas dans notre pays. Ça, je ne vous apprends rien. Je suis sûr que peut-être que vous aussi, si votre enfant n'est pas au privé, s'il est dans un cours public, je suis sûr qu'il est confronté aussi à ces questions-là. Nous sommes confrontés. Nous, le MPL, à cette rentrée, a eu à aller offrir des tables blanches dans les écoles. Vous le savez, non? Ou bien ça aussi, vous n'avez pas vu. Ça aussi, vous n'avez pas vu. Vous êtes citoyen, donc vous pouvez contribuer toujours. L'éducation est une question, ce n'est pas qu'une question gouvernementale. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que, bien que ce travail n'est pas dédié aux partis politiques, le MPL l'a fait. Ça fait partie des rôles des partis politiques, M. Tebe. Je ne veux pas vous apprendre la politique, puisque vous êtes pensez que le rôle d'un parti politique est d'aller... Vous devez pouvoir contribuer. D'aller mettre des mobiliers dans les salles de classe pour les enfants. Puisque cela vous permet également de vous donner un nom. En fait, ce n'est plus si c'est le rôle désintéressé que ça, M. Tebe. Si vous pensez que c'est le rôle, seul le MPL est en train de le faire. Je ne dis pas que c'est exclusivement le rôle de parti politique, mais vous savez que une formation politique doit s'intéresser aux choses de la nation. Ça, vous le savez. Monsieur Tebe, vous venez de faire le bilan de cette assemblée. Pour vous, cela ne valait même pas la peine de faire ce bilan-là. Voilà. D'accord. Je vais vous relancer par rapport aux points positifs, mais vous ne les appréciez pas. Donc, je retiens évidemment que vous mesurez la portée de cette échéance de 2023. Quels sont alors les enjeux pour vous et surtout les défis? Non, je pense que nous l'avons brièvement déjà abordé. Les enjeux, c'est qu'il faut absolument que, à travers notre organisation, on puisse renouveler la classe politique dans son ensemble. Il faut que ces mêmes personnes qui sont positionnées au même endroit d'année en année, nous puissions nous organiser de telle sorte à donner une meilleure offre politique, que de nouveaux jeunes capables et compétents viennent avec de nouvelles idées. Ça, c'est au niveau de l'enjeu pour nous. Et nous sommes tellement conscients de ça que nous avons déjà de longue date, nous sommes en train de travailler à cela. C'est vrai qu'en face aussi, on tente d'observer une volonté de renouveler aussi, d'envoyer de nouveaux jeunes. Mais est-ce qu'il faut envoyer de nouveaux jeunes, des héritiers d'un système qui est déjà décrié? Je pense que le peuple est suffisamment averti et mûr pour savoir que on veut de nouvelles personnes, on veut des jeunes, mais par contre, on veut des jeunes sans casserole. Des jeunes comme ceux au sein de notre organisation où nous n'avons pas d'anciens leaders avec des casseroles au dos qui sont derrière pour nous pousser. Des jeunes, des voyants jeunes qui comptent d'abord sur leur propre force et ensuite sur la force des aînés éclairés qui veulent aider à offrir à donner une meilleure offre politique à notre nation.
Voilà. Vous voulez envoyer des jeunes à l'Assemblée nationale, vous avez insisté là-dessus pendant vraiment longtemps. Mais justement, c'est cette législature finissante qui a permis à ce qu'on puisse renouveler cette classe politique en limitant le mandat des députés. Mais pour vous, c'est pas un point positif, c'est pas bien grave. C'est un début. Ce n'était même pas la question, monsieur Tébé, rassurez-vous, c'est pas la question. Mais vu que vous insistez sur le fait, je vous pose la question en même temps. Pensez-vous que la volonté du renouvellement de la classe politique n'est pas un vœu pieux? Est-ce que c'est réellement réalisable? Bien sûr, nous y croyons au MPL. C'est quoi un jeune pour vous? Un jeune. Oui. Le jeune d'abord, c'est d'abord l'âge, la tranche d'âge. Je ne vais pas vous faire l'affront de dire entre tel ou tel âge que jeune, mais jeune d'abord, c'est d'abord par l'âge. Hein. Ça, nous allons nous entendre plus ou moins là-dessus. Et ensuite, jeune pour nous, c'est quelqu'un qui n'a pas de casserole au dos, qui n'est pas entaché par une expérience gouvernementale, une expérience du pouvoir. De nouvelles personnes avec de nouvelles idées. C'est surtout jeune pour nous, c'est d'abord par les idées, la force des idées, des innovations tenant compte des défis contemporains. C'est ça pour nous ce que nous appelons la jeunesse. Ce n'est pas seulement l'âge, c'est les idées, c'est la force des idées et tenant compte de tous les problèmes du Bénin dans le Conseil des Nations. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la mondialisation. Il y a beaucoup de pays qui ont déjà fait des expériences intéressantes dont nous devons nous en inspirer. Les aînés qui ont, pour la plupart, essayé déjà de donner tout au pays, essayer ce qu'ils peuvent, il est temps qu'ils puissent se mettre un peu en retrait et laisser d'autres personnes venir essayer ces choses-là. Ces aînés vous diront qu'ils sont toujours jeunes, puisque le concept de jeune ou de vieux est plus ou moins relatif. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas que l'âge, mais il faudra qu'on s'entende sur ce qu'est un jeune pour pouvoir continuer. Ces aînés-là ne sont plus jeunes parce qu'ils ont essayé tout ce qui est en leur pouvoir. Ils ont donné au pays tout ce qu'ils peuvent et ça n'a rien donné. Vous ne pouvez pas dire ça, monsieur. Non, il faut avouer. Vous ne pouvez pas dire ça, monsieur. Ayant le courage de le dire, je ne vais pas dire qu'ils n'ont rien fait. Je dis bien, je reconnais qu'ils ont essayé. C'est ce que vous semblez dire. Hein, ils ont essayé, mais les résultats sont loin des attentes. Peut-être cela. Les résultats sont loin des attentes. La preuve, vous voyez aujourd'hui, Madame Touboula, au moins vous, je reconnais que vous êtes jeune. Vous vivez aujourd'hui ce que tous les citoyens béninois vivent en tant que jeunes. L'homme est imparfait, nous tendons toujours vers la perfection. Mais la question que je voulais vous poser par rapport à ce concept de jeune, c'est de savoir si les jeunes auxquels vous faites allusion sont à même de pouvoir proposer réellement des idées pour régler les problèmes d'une nation. Puisque je vois un peu votre idée, la tranche d'âge que vous donnez à ces jeunes-là. Puisqu'on parle d'une nation, on parle d'un pays jeune et proposition d'idées pour transformer comme vos ambitions différentes là. Est-ce que vous pensez que les jeunes sont à même de pouvoir faire ce job-là? Ils sont tellement outillés et à même de le faire que par le passé, nous avons connu, la 7e législature a connu des jeunes très brillants. Vous le savez, si vous voulez, je peux en citer, mais ce n'est pas l'occasion. Notre pays a connu des jeunes talentueux qui ont déjà fait leurs preuves. Si vous voulez, je peux citer par exemple, vous avez vu l'honorable Guy Mitokpe à la 7e législature. C'est un jeune. Il n'a pas démérité. Je cite ce nom parce que tout le monde le connaît. Il n'a pas démérité. Nous en avons des jeunes comme lui, nous en avons des dizaines et des dizaines, ou des centaines, j'allais dire, dans le pays, qui ont beaucoup à donner au pays. Et il faudrait qu'une organisation, un parti politique puisse leur donner l'occasion d'aller à ce niveau de décision, au niveau de ces institutions, pour qu'ils donnent le meilleur d'eux. C'est ce que nous disons. Et surtout, je voudrais nuancer quelque chose, comme vous insistez là-dessus. Nous ne sommes pas en guerre avec les aînés. Nous sommes tout à fait d'accord que nous avons besoin de leur expérience. Mais seulement, nous disons que désormais, il faut également associer les plus jeunes
à ces niveaux de décision dans le pays pour qu'il y ait de nouveau, pour que le pays avance. Lorsque les mêmes personnes que vous voyez, au niveau de cette 8e législature qui s'achève là, quand vous faites le point, il y a des gens, ceux qui ont battu le record, il y en a qui ont fait les 8 législatures pratiquement. C'est les plus vieux. Il y a des gens, je vois des anciens DG, les anciens ministres qui depuis, c'est pas, plus de 20 ans, tournent, c'est eux qui sont députés, ils finissent d'être DG douane, ils retournent là-bas pour être celui qui va faire désormais les lois, finit d'être ministre, c'est lui. Ces gens-là ne sont plus très à même de proposer, de faire de nouvelles suggestions, de lois pour avancer notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que nous avons besoin de nouvelles personnes, de nouvelles têtes pour nous proposer autre chose. Et nous vous souhaitons, M. Tébé, nous souhaitons à votre parti politique de faire cette expérience-là pour voir réellement si vous pouvez mettre en œuvre tout ce que vous citez là, parce que c'est très facile de le dire sur un plateau de télévision. Alors, cela étant, comment vous vous préparez pour cette échéance-là? Est-ce que vous avez commencé déjà la confection de votre liste de candidatures pour pouvoir déposer, puisque là, nous sommes à moins de 9 mois du scrutin. Il faudrait se préparer là tout de suite pour être sûr d'être dans les standings blocs. Oui, le mécanisme de choix des candidats est conçu et mis en branle. Les différents candidats sont identifiés au niveau des circonscriptions électorales et l'arbitrage est fait à leur niveau. Et vous les évaluez sur quels critères? Non, les critères de façon globale, d'abord c'est le militantisme, l'ancienneté et la capacité, le profil. Bien entendu que les candidatures féminines aujourd'hui sont primées et priorisées. Et nous voulons, notre parti veut être celui qui va faire le plus la promotion des femmes, des jeunes. Donc ces critères sont mis en avant, mais toutefois les candidats se dégagent au niveau de nos structures déconcentrées avant d'être remontés et en fonction des dispositions légales, les tris, les arbitrages seront opérés. Mais nos militants désireux de figurer sur les listes sont déjà à pied d'œuvre en train de se préparer. Voilà, donc c'est ce travail qui est fait en ce moment, mais la liste elle-même, proprement dite, n'est pas encore préparée parce que il y a beaucoup d'autres contraintes qui seront prises en compte pour confectionner cette liste. Vous savez que, comme je le disais à l'entame, cette fois-ci, l'opposition n'entend pas du tout aller se heurter à une quelconque difficulté qui va nous empêcher d'aller à l'Assemblée. Alors, un cadre de concertation des partis de l'opposition est mis en place et des réflexions communes vont démarrer là, sont en cours afin de donner toutes les chances possibles à l'opposition de réussir ces élections. Donc, la confection des listes aussi est liée à tout ça. D'accord. Et vous pensez avoir quelle garantie, monsieur Expérience Tébé, pour pouvoir atteindre les objectifs, surtout le critère d'éligibilité des 10%? La première garantie que nous avons, c'est vous. Moi, en tant qu'Angèle Touroula, c'est ça? Vous, la première garantie, vous, hommes et femmes des médias, lorsque vous allez nous accompagner, pour dire exactement, pour relayer au niveau de nos concitoyens les vraies informations. Lorsque certains parmi vous vont cesser d'être des éléments de relais de la rupture, des relais d'intoxication de la rupture, et ensuite maintenant, le peuple béninois qui est déjà debout et qui n'attend que nous, je veux parler des organisations politiques de l'opposition, qu'on fasse le nécessaire pour qu'ils nous aident à concrétiser notre vœu. Donc, en termes de garantie... Quel est le rôle des médias dans tout ce que le rôle des médias, vous n'êtes pas sans le savoir, que
vous savez, regardez toutes ces contraintes que la loi du numérique vous impose, vous et nous, c'est pas seulement des médias. Et cela, vous n'êtes pas sans savoir que cela amène bien de vos confrères à traiter de façon très partiale au profit des gouvernants les informations. Mais cela ne nous décourage pas pour autant. Nous, dans le meilleur des cas, nous souhaitons que, à travers la prochaine législature, ces dispositions liberticides, ces dispositions qui vous empêchent d'être libre et de traiter les informations en toute liberté, que ces dispositions soient revues. Mais monsieur TV, c'est pas les médias qui élisent, c'est vrai. Les hommes et femmes des médias sont des électeurs, c'est vrai, mais le travail ne va pas forcément se faire sur les médias. Je parle des garanties que vous avez pour obtenir les 10%. Sans doute que je ne me suis pas fait comprendre par tout le monde. Ce que je veux dire, la première garantie que nous avons, c'est le peuple béninois. Y compris vous, les hommes des médias en plus, c'est ce que je voulais dire. Le peuple, notre garantie est le peuple parce que le peuple veut une profonde renouvellement de cette classe politique. Le peuple est fatigué de tout ce qu'il voit là. Le peuple veut du nouveau, mais du nouveau de qualité. Alors, cette garantie, nous l'avons. Il faudrait avoir les arguments pour convaincre, puisque une campagne électorale, c'est de pouvoir faire valoir vos idées. Mais si vous ne faites pas valoir ces idées-là, là, vous n'aurez aucune chance. Je vais vous dire ceci. Je ne veux pas être oiseau de mauvaise augure non plus. Non, non, je vais vous dire ceci. Tenez-vous tranquille. En ce qui concerne le peuple béninois, il est déjà prêt. Il est déjà prêt pour jouer toute sa partition pour que la prochaine législature ne soit en rien une ressemblance de ce que nous avons vu et qui est en train d'être changé. Mais il faudra que vous, le peuple, je n'en doute pas, mais vous, parti politique, vous respectiez les règles en vigueur. C'est de tout cela dont on parle, monsieur Tébé. Oui, merci madame de ne pas douter de ce que le peuple béninois est prêt maintenant. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous, politiques, nous sommes en train aussi également de remplir notre partition pour que l'objectif soit atteint. C'est tout ce que je voulais vous dire à ce sujet-là. Et avec quel financement ? C'est une élection, c'est d'abord de l'argent. Tout au moins, même si vous ne voulez pas mettre de l'argent dans la campagne électorale, d'ailleurs on combat cela actuellement, il faudra au moins payer la caution. Non, vous savez, ce n'est pas... Vous n'avez participé à aucune élection, donc vous n'êtes pas éligible au financement public des partis politiques. Donc, du coup, sauf que je vous demande comment vous comptez aller aux élections, monsieur Espérance TV. Non, écoutez, on n'a pas besoin d'être ancien ministre ou ancien président de la République avant de pouvoir mobiliser les moyens qu'il faut, tout au moins pour payer sa caution. De ce point de vue, ce n'est pas ce qui dérange les partis politiques de l'opposition. Ce n'est pas la caution. On a essayé, on l'a monté, on l'a redescendu. Aujourd'hui, c'est à 3 millions par ticket. Cela ne pose aucun problème pour aucun parti, pour les partis politiques de l'opposition. Ce n'est pas ça l'important. Et les populations également ne nous attendent pas à ce qu'on leur apporte de l'argent pour susciter leur vote. Donc, en termes de financement, ce n'est pas le plus gros problème. Le plus gros problème pour nous, c'est nous arranger pour ne pas tomber sur le coup des lois d'exclusion, pour ne pas tomber sur les éventuels pièges que la rupture pourrait mettre dans le mécanisme de ces élections. Vous savez déjà, en ce moment, l'ANIP est en train de se déployer, va se déployer au niveau des arrondissements. Il faudrait que tous les citoyens, tous les militants aillent vérifier leur présence sur le fichier électoral. C'est déjà là que commence l'élection. On n'a pas besoin d'argent pour faire ce travail-là. Nous et nos militants, on n'a pas besoin d'argent. On a juste besoin de les sensibiliser, qu'ils soient informés de ce qu'ils doivent faire à chaque étape. Et c'est ça. Vous voyez, le Bénin, les choses ont été perverties à tel point que on pense chaque fois à argent avant de faire quoi que ce soit.
On pense qu'il faut beaucoup d'argent. C'est les jeunes que vous défendez tout à l'heure qui pensent en l'occurrence à cela, M. Tebe. C'est vrai, ça je vous trouve raison. Parce que d'ailleurs, récemment, on a vu, en dépit du chômage endémique qui est dans notre pays, on a lancé les recrutements pour la police ici, après l'armée, et on a manqué, ça n'a pas suscité d'engouement au niveau de la jeunesse. Non, ça, ce n'était qu'une impression lors de la composition, pardon, lors des épreuves physiques et sportives, on a vu du monde à M. Tebe. Ça, ce n'était qu'une impression relayée sur les réseaux sociaux. Bon, c'est vrai, mais la réalité aussi est que les jeunes aujourd'hui sont pour la plupart tentés par la part du gain facile. Ils veulent des métiers qui vont rapporter beaucoup d'argent. Et ça, il revient au gouvernement, aux dirigeants, de pouvoir orienter les jeunes. C'est noble que les jeunes pensent qu'il faut qu'ils travaillent pour gagner beaucoup d'argent. Mais il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas dans ces métiers-là qu'on gagne de l'argent. Il faut, s'ils veulent gagner beaucoup d'argent, c'est aller au niveau, s'installer à leur propre compte, c'est l'entrepreneuriat. Il faut mettre en place un dispositif qui accompagne, encadre ces jeunes-là pour qu'ils puissent s'installer à leur propre compte. C'est vers là que nous pensons aller. Donc vous disiez n'avoir pas besoin d'assez d'argent pour pouvoir... Non, pas du tout, on n'a pas besoin d'assez d'argent. D'accord. Pas du tout. Et justement, vous avez parlé de l'ANIP à qui il a été confié la confection de la liste électorale informatisée, la LEI, qui est d'ailleurs l'arbitre de ce jeu des législatives. Monsieur Tebe, quelle est votre opinion là-dessus qu'aujourd'hui, pour une première fois pratiquement, on confie cette confection à des techniciens et non des partis politiques ou à des politiques? Là-dessus, vous voyez, ça fait partie du bilan de cette 8e législature. C'est ce que les députés de la 8e législature ont voulu. C'est ce que le pouvoir a voulu et que ces députés... Pour vous, ce n'est pas un point positif? Vous voyez, en termes d'élection, nous ne pouvons pas dire tout de suite que c'est un point positif parce que, en termes d'élection, la liste électorale est quelque chose de sensible. Lorsque on va confectionner une liste où toutes les parties prenantes ne sont pas présentes à toutes les étapes, ça pose problème. Ce n'est pas personnellement pour moi, mais c'est la nature humaine qui est d'ailleurs comme ça. La liste électorale, nous savons que c'est un outil important au niveau de l'élection. Pour sa confection, on dit aujourd'hui remettre ça exclusivement aux techniciens. Alors que par le passé, les politiques ont été associés intimement à ça, à travers le COSLEPI qui ne va plus exister. Ça crée des suspicions. Même quand les partis politiques étaient associés, comme vous le dites, il y a toujours eu des suspicions. Oui, mais il y a toujours eu. Mais elles sont moindres. Et elles sont moindres. Moi, je pense que quoi qu'on en dise, il nous revient aujourd'hui de ne pas nous cacher derrière ces difficultés, d'essayer de les surmonter. Et c'est ce que nous essayons déjà de faire. Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Nous n'aurons pas le choix que, en face de toutes ces dispositions, de trouver le mécanisme approprié pour ne pas que ces dispositions-là deviennent des obstacles pour l'opposition pour que nous puissions accéder à la prochaine législature. Mais beaucoup d'observateurs estiment que c'est même là la mise en application de l'idée voulue pour la confection de la liste électorale, que ce soit des techniciens qui n'ont pas forcément d'obédience politique et qui confectionnent ces listes. Vous devez plutôt avoir plus de garanties que ce doute, que cet nombre de doutes que je lis un peu dans vos propos. Non, c'est ce que je vous explique. Parce que vous êtes de l'opposition que vous devez forcément critiquer. Non, c'est ce que je vous explique. En politique, nous disons tout ce qui est fait sans vous, c'est contre vous. C'est le principe pour nous. Ce qui se fait, même si c'est bien pensé, pour être du bien, tant que vous n'y êtes pas, c'est fait contre vous. Donc, c'est là que naissent les suspicions, je vous dis. Et je vous dis seulement, cette fois-ci, nous n'allons pas prétester de ces mesures pour ne pas prendre nos responsabilités afin que, quoi qu'il arrive, nous puissions transcender ces choses
et être présent à la prochaine législature. C'est nous, c'est l'option choisie. Il ne faudrait pas qu'on se casse. C'est pour ça que nous avons commencé déjà à exhorter nos militants sur toutes les étendues du territoire à aller vérifier leur présence sur ces listes. Que toutes les étapes, que tout le monde, et je profite pour de cette occasion pour le redire, que toutes les étapes, toutes les instructions données par ces structures, que nos militants veillent à les respecter pour être présents sur la liste. Et que toute l'opposition, d'ailleurs, confondue, qu'on puisse prendre les mesures pour que nos militants puissent être présents sur la liste. C'est déjà le début de notre succès à ces élections qui pointent à l'horizon. Après ça, le reste, nous allons aviser des mesures qu'il faut prendre au niveau de l'opposition. Mais vous omettez plus ou moins un point capital, M. Tébet, puisque au tout début, vous disiez que si vous n'avez pas pu prendre part à l'élection présidentielle de 2021, c'est compte tenu des difficultés que vous avez eues au sein de l'opposition elle-même, mais vous n'avez pas du tout surfé sur cette partie-là. Là, vous comptez exclusivement sur vos jeunes, sur votre projet, etc. Est-ce parce que c'est aujourd'hui une élection de liste que l'opposition fonctionne alors chacun pour sa tête? Non, l'opposition ne fonctionne pas chacun pour sa tête. Je n'ai pas dit cela. Au contraire, j'ai dit que nous, au niveau comme par le passé d'ailleurs, en 2019, au niveau du MPL, nous œuvrons pour que nous ayons une opposition réunie, une opposition forte, afin d'affronter la machine rupture. Et les stratégies qui seront définies, arrêtées, élaborées, définies, arrêtées, de commun accord avec les autres, de concert avec les autres partis de l'opposition, nous les ferons connaître en temps opportun. Notre objectif principal, c'est de pouvoir agir en synergie avec les autres forces de l'opposition autour de cette élection. C'est ce que le MPL œuvre. C'est pour ça que nous nous battons et c'est ce que nous défendons au sein du cadre de concertation des partis de l'opposition. D'accord. Et quant à la position des femmes, c'est vrai que vous avez dit que vous voulez faire de votre parti politique celui qui présentera plus de femmes à l'Assemblée, sur votre liste électorale. Est-ce à dire que vous n'aurez qu'une liste faite de femmes? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Ah, mais ce sera à leur avantage également, hein, puisque l'objectif c'est d'avoir 24 sièges, 24 au Parlement pour les femmes. Nous, au MPL, nous aurons souhaité y avoir bien plus. Dans d'autres pays plus avancés que nous, déjà, c'est 50% de femmes, 50% d'hommes. Donc, pour peu que nous trouvons des femmes de valeur, des femmes qui veillent bien faire l'expérience parlementaire, toutes seront positionnées et bien positionnées. C'est notre souhait, c'est pour ça, à cela que nous travaillons. Et quant aux garanties qu'on a évoquées tout à l'heure, je ne vous ai pas entendu parler, par exemple, de la qualité de ces candidats-là que vous allez proposer, puisque s'ils n'arrivent pas à convaincre l'électorat, vous savez que vous n'avez aucune chance, en dehors, bien sûr, des autres critères de la règle du jeu. Non, tout à fait. J'ai parlé tantôt du profil des candidats. Vous avez parlé de militantisme. Oui. C'est pas encore de la réalité, je crois. Le profil auquel nous veillons. Et il faudrait présenter des hommes et des femmes de valeur, de qualité, des gens qui n'ont pas de casseroles au dos, des gens sur qui... Ah, ça, c'est la qualité dont vous parlez, l'absence de casserole. Ça fait partie. Ça fait partie. Mais surtout, des gens qui ont eu à faire leurs preuves à divers niveaux. Quand il faudrait que je le reprécise, quand nous disons jeunes, il ne s'agit pas des gens sans expérience. Il ne s'agit pas des gens qui... Est-ce qu'on a l'impression que votre parti politique, excusez du peu, n'a pas vraiment de militants qui aient d'expérience politique en tant que tel? Ça, c'est peut-être une opinion vue de loin. Non, mais c'est à vous de restituer la vérité. Nous n'avons pas d'anciens ministres
Nous n'avons pas d'anciens députés. Je ne sais pas Oui, c'est à ce niveau qu'on peut ça. Vous pouvez dire ça sans vous tromper. Mais au-delà de ça, nous avons des gens qui ont une expérience politique avérée. Nous avons d'anciens élus. Nous avons des jeunes cadres qui ont fait leur expérience au niveau de l'administration, dans le privé et ailleurs. Vous savez, il y en a en politique qui viennent vendre un passé révolu. Ce n'est pas le cas. Qui ont envie de révolutionner, qui ont envie d'apporter du nouveau, qui ont soif de voir leur pays géré autrement. Donc, nous nous appesantissons pas sur un passé sans gloire qui en réalité n'apporte rien aux citoyens. C'est pour ça que vous avez cette impression. Passé sans gloire, avez-vous dit, Monsieur Tébé, mais ne pensez-vous pas que vous avez besoin aussi de ces expériences-là pour pouvoir avoir un meilleur casting et un meilleur coaching? Oui, totalement oui. Nous avons besoin de ces... Je vous disais tantôt que nous allons nous inspirer de l'expérience de nos aînés. Mais revenir vous présenter ces aînés-là comme des gloires du passé dont notre pays a besoin avant d'avancer, c'est sur ça que nous ne sommes pas prêts au niveau de notre organisation à faire. Et les aînés, ils ont fait leurs preuves, ils ont essayé ce qu'ils peuvent faire, mais aujourd'hui, le pays a soif du nouveau. Le pays a soif d'une nouvelle révolution. Vous voyez un peu ce qui se passe un peu partout en Afrique. Les jeunes sont impatients. Vous savez, quand vous regardez la pyramide des âges, 75% de notre population est constituée de jeunes. Ils ont besoin, et quand vous mettez à côté ce qui se passe dans les autres pays qui sont en avance sur nous, ils ont besoin de voir du nouveau pour être au même niveau que les autres. Donc, ils ont besoin d'aller vite. On est pressé. Ils ont soif des nouvelles technologies. Ils ont soif de voir leur pays présenté comme les autres pays également qui sont réellement sur le chemin du développement. À ce niveau, nous n'avons pas besoin de retourner derrière, de vous présenter les gloires du passé comme des trophées dont on a besoin pour réussir les challenges qui se présentent à nous aujourd'hui. C'est ça que nous avons compris au niveau du MPL, et nous ne chantons pas la gloire des hommes du passé. D'accord. Et pour la gestion des élections dont nous parlons, M. Tébé, eh bien, c'est la direction générale des élections composée du Conseil électoral et de la Sénat. Quelle est votre lecture de cette composition que beaucoup qualifient de composition qui ne les arrange pas, parce que il y a les politiques dedans, ils ne voient pas forcément qu'ils soient impartials? Oui, une fois encore, l'institution, c'est une institution de nouveau, monocolore de nouveau. On ne pouvait pas s'attendre à autre chose que ce que nous avons vu. Si en amont, tout est caporalisé au niveau de la mouvance, nous ne sommes pas surpris du tout que au niveau de cette dernière encore, que ce soit les hommes et femmes d'une même obédience politique qui la composent. Même si c'est une chaîne, voilà, c'est une chaîne. Non, je dois repréciser, vous semblez trop vite acquiescer. Oui. Je dois repréciser, quand je dis c'est une chaîne, c'est ceux qui ont pu aller aux élections, qui ont désigné leurs membres. C'est de ça, je sais, je parlais. Ils ont respecté les règles du jeu, ils ont pris part aux élections. Depuis 2019, c'est eux qui se sont fait représenter. Je crois que nous disons la même chose. C'est une chaîne, la chaîne d'exclusion qui a continué. Même si, au niveau de la DGE, c'est par appel à candidature que les postes ont été pourvus. Comme vous le dites, c'est une chaîne, bon... nous, aujourd'hui, je l'ai martelé tout le temps, nous ne voulons pas nous appesantir sur le lait renversé. Tout ça, c'est la conséquence des exclusions depuis 2000, je vais dire, depuis que ce gouvernement s'est installé, en l'occurrence à partir des élections de 2019. Nous souhaitons vivement que cela se corrige les mois à venir à partir de ces législatives-là, pour que
justice soit rendue au peuple béninois. C'est notre souhait, c'est ce à quoi nous nous attelons au sein du MPL. Alors, Monsieur Tébé, nous allons finir sur cette actualité du mois de mars. Il s'agit de la célébration de la journée des droits de la femme, une célébration qui a également eu lieu au Bénin avec différentes activités. Comment vous, en tant que président d'une formation politique, vous appréciez tout ce qui est fait au Bénin aujourd'hui par rapport, évidemment, au respect des droits des femmes et également l'autonomisation des femmes? Je profite de l'occasion pour dire encore bonne fête aux femmes. Puisque c'est tout le mois. Bonne fête aux femmes. Seulement que nous, au MPL, nous n'apprécions pas la politisation de cette commémoration qui tend à, excusez-moi, mais à réduire à mettre la femme dans un rôle réducteur. Nous aurions aimé que le pouvoir puisse faire aller un peu plus en promouvant les droits de ces femmes-là, en leur donnant plus d'autonomie, en prenant des mesures, par exemple, au niveau des travailleurs, des travailleuses, je vais dire, et améliorer les conditions de travail, les congés de maternité. Vous savez, ces mêmes femmes qui travaillent doivent également s'occuper de l'éducation des enfants et rien de spécial ne leur est accordé à ce niveau. Congé de maternité, c'est 3 mois. 3 mois en ce moment. Pensez-vous qu'un bébé, la maman peut en 3 mois mettre un bébé qui a 3 mois et peut être déjà délaissé par sa maman et s'occuper réellement du travail? Non. Mais à ce niveau, on peut améliorer. Il y a d'autres pays qui ont déjà fait mieux. Dans d'autres pays plus avancés, ils vont jusqu'à plus de 18 mois pour s'occuper des enfants. Je pense aussi que nous aussi, on pouvait faire mieux, allonger ces congés, et cela participerait pour nous plus à célébrer la femme que d'inventer une journée festive. C'est pas le Bénin, c'est pas le Bénin qui a inventé la journée de la femme. C'est un respect de ces femmes-là qui se sont sacrifiées il y a plusieurs années. Si c'est vous qui le dites, donc c'est pas le Bénin. Moi, en tant que responsable politique au Bénin, je parle du Bénin d'abord et après des autres pays. Bon, maintenant, si vous, en tant que femme, je le dis, si vous, sur ce plateau qui représentez les femmes, vous semblez être contente déjà de ce qui est fait pour vous. Pour moi, j'apprécie et je dis simplement aux femmes que nous avons envie de faire mieux que ça. Et puisque nous devons partir, Monsieur Tébé, je vais vous donner le temps de pouvoir conclure parce que vous avez certains appels à faire certainement à l'endroit de vos militants. Alors, une fois encore, je vous remercie pour l'occasion que vous nous donnez de dire ce que nous pensons de la façon dont notre pays est géré. Et pour finir, je vais inviter tous les Béninois et les Béninoises à se mobiliser à nos côtés pour que les prochaines élections législatives soient réellement les premières vraies élections que le Bénin sous la rupture va connaître. Quand je dis les vraies élections, je souhaite que ces élections-là, les profondes aspirations du peuple béninois, leurs vœux se fassent connaître à travers les urnes. Pour ce faire, les politiques que nous sommes, surtout au niveau de l'opposition, nous allons jouer entièrement notre partition. Il faudrait que le peuple, nos concitoyens, soient prêts également à jouer leur rôle à nos côtés, afin que nous puissions surtout renouveler cette assemblée qui, en réalité, est une assemblée qui fait honte au Bénin. Et que réellement, nous puissions envoyer des gens qui vont défendre l'intérêt général, l'intérêt du peuple et non l'intérêt d'un groupe politique. Merci beaucoup à vous, Monsieur Tébé, et nous vous donnons rendez-vous à la Sénat bientôt pour certainement le dépôt de votre dossier pour pouvoir participer à cette élection. Nous le rappelons, c'est pour le 8 janvier prochain, mais en attendant, nous vous souhaitons de bien vous préparer pour cette échéance-là. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est tout pour l'entretien de ce dimanche.